Laurence Dudek, vous êtes psychothérapeute, praticienne en PNL et en hypnose ericksonienne. Et de plus, vous avez une riche expérience comme psychopédagogue. Bon, je vous remercie pour accepter ce propos autour de votre livre Parents bienveillants, enfants éveillés, les 10 clés de l'éducation efficace, un livre qui vient d'être publié en vous-même par la maison des éditions Trey. Bonjour et merci beaucoup pour être avec nous. Merci, bonjour, merci beaucoup, merci à vous. Votre livre présente et explique des outils pour une éducation parentale bienveillante et sécurisante, tout en précisant les nombreux préjugés parentaux autour de l'éducation des enfants. Et je vous propose donc de dissiper quelques malentendus que vous discutez dans votre livre Parents bienveillants, enfants éveillés. Voilà alors un premier exemple, et je cite, « Je suis un parent responsable. J'ai une grande expérience de vie, je dois être un modèle pour mon enfant. Et c'est pourquoi je n'ai pas le droit d'hésiter au moment où l'enfant me pose une question, quelque difficile qu'elle soit. Si je disais, attends un peu, je ne sais pas te répondre immédiatement, l'enfant perdrait toute confiance en moi. » Fin de la citation. Pour vous, ce raisonnement parental est erroné comme l'on apprend en lisant votre livre. Mais comment contredire le parent qui sait qu'il doit avoir toujours une réponse immédiate à son enfant? Merci pour la question. C'est une bonne question. C'est la clé numéro 3 qui détermine, qui répond à cette question en grande partie, qui dit, la clé numéro 3 dit, l'adulte n'a pas réponse à tout. Il y a quelque chose de très important dans la relation entre les parents et les enfants, c'est précisément la relation. Et pour établir une relation efficace, il faut que les enfants aient de l'espace pour s'exprimer, qu'ils aient de l'espace pour avoir de la place intellectuellement, affectivement, etc. Et si on a un parent qui est tout puissant, qui a réponse à tout, qui ne fait jamais place à l'erreur, alors il ne montre pas le bon exemple, d'une part, parce que quand vous avez dit être un exemple, le bon exemple, c'est l'exemple d'un parent humain qui sait se tromper, puisque l'erreur fait partie intégrante de l'apprentissage. On ne peut savoir qu'on a appris que si on s'est trompé. Parce que sinon, on peut très bien ne pas avoir vraiment appris et avoir réussi par hasard. Mais quand on s'est trompé, qu'on a corrigé, on sait qu'on a appris. Donc, montrer l'exemple, c'est autoriser l'enfant à se tromper. Et comme l'enfant apprend en prenant modèle sur le parent, c'est bien de pouvoir dire « je ne sais pas », ou même de pouvoir revenir sur quelque chose qu'on a dit. J'ai cru ça, je me suis trompée. Tu sais, je me suis trompée. J'ai cru ce que je te disais, j'étais sincère, mais je me suis trompée. Revenons sur ça. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'enfant, pour construire l'estime de lui-même, il a besoin de pouvoir faire sa part. Donc, ce n'est pas un parent tout-puissant qui verse du savoir. Moi, je sais, je verse du savoir dans toi qui est un verre vide et je te verse du savoir. Non, c'est un échange. L'éducation, c'est un lien transversal. C'est même un lien d'interdépendance. Donc, voilà. Et puis enfin, il y a une autre raison pour laquelle il vaut mieux ne pas toujours avoir réponse à tout, etc. C'est que l'enfant, il a beaucoup besoin d'être écouté. Si chaque fois qu'il vient poser un problème, on croit qu'il vient demander un conseil, alors on passe à côté de une grande majorité des situations. Par exemple, quand un enfant qui va à l'école ou qui est en famille, ou qui revient d'un espace où ça ne s'est pas forcément bien passé, il vient raconter. Si on lui dit tout de suite « Ah, mais tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça, ça c'est mieux comme ci, c'est mieux comme ça, etc. » On ne lui laisse pas l'espace pour être écouté, faire sa propre recherche. Et donc, du coup, c'est moins efficace.
voilà, c'est les trois raisons pour lesquelles ce positionnement, qui est un positionnement courant, c'est un positionnement très patriarcal, hein, ancien, mais pas très efficace. D'accord. Je continuerai avec notre préjugé concernant l'éducation parentale. Et bon, je touche un sujet assez sensible aujourd'hui. Comment parler aux enfants en ce qui concerne la guerre qui existe maintenant, malheureusement, en Europe. Et bon, je cite notre raisonnement parental. À présent, tout le monde parle de la guerre d'Ukraine. Je pense que mon enfant a l'occasion d'apprendre une véritable leçon de vie si je lui parle de toutes les tragédies qui se passent là et je lui montre les atrocités auxquelles la violence peut aboutir. Comme ça, il va apprendre l'empathie pour la souffrance des autres et comprendre quels sont les effets de la haine et de la violence. Bon, fin de la citation. Voilà un autre type d'argument apparemment bien intentionné que vous réfutez dans votre livre Parents bienveillants, enfants éveillés. Pouvez-vous nous expliquer vos raisons? Alors, d'abord, quel que soit l'âge de l'enfant, parce qu'on pourrait dire, oui, quand ils sont petits, on les protège, puis après, quand ils sont grands, on peut leur en montrer plus, etc. Quel que soit l'âge de l'enfant et même quel que soit l'âge de l'adulte. Hein. Ce que je vais dire là, ça fonctionne y compris avec les adultes. La partie du cerveau qui gère les informations, qui reçoit les informations sans filtre, c'est-à-dire l'inconscient, qu'on appelle l'inconscient, et qui est prégnant chez les enfants, c'est la clé numéro 5 qui s'intitule « Les enfants croient tout ce qu'on leur dit ». Cette partie du cerveau-là ne fait pas la différence, ou très peu, très mal et de façon assez compliquée, entre le réel et le récit, entre le passé, le présent, le futur, c'est une partie très qui reçoit brute, sans filtre, les informations. Donc, si on montre à un enfant des images violentes, il y a une partie de son cerveau qui en conçoit de la sidération, qui croit que c'est à lui que cela arrive et qui prend tout pour lui. Cela signifie qu'on va lui faire du mal en réalité. Et on ne va pas du tout l'aider à être en empathie parce que être en empathie, ça signifie avoir du pouvoir. Or, dans un cadre ou dans le cadre de la guerre qui se produit actuellement, par exemple, ou des autres guerres ou des autres informations, toutes les informations médiatiques sont à filtrer vraiment de beaucoup vis-à-vis des enfants parce que ce sont des informations sur lesquelles les enfants et nous-mêmes, on n'a pas de pouvoir. Alors, ce qui va pouvoir être utile, si par exemple l'enfant a reçu des informations sur la souffrance, etc., c'est de l'inviter à imaginer ce qui serait en son pouvoir, par exemple, de faire, par exemple, une collecte de vêtements, par exemple, ou des choses comme ça, des choses qui sont à sa portée, ça, pourquoi pas. Voilà. Je vais donner un principe général, parce que là, je suis en train de donner des petits détails. Il y a un principe général en ce qui concerne la communication sur les événements auquel l'enfant n'assiste pas directement. Donc, tout le récit, tout ce qui est le récit des événements. C'est un principe qui est dans cette clé numéro 5, ce sont les filtres de Socrate. Alors, on attribue à Socrate. Je ne sais pas si malgré mes recherches, je n'ai pas réussi à trouver de texte qui prouve que, mais la légende attribue à Socrate un principe de communication non violente, bienfaisante, pas seulement pour les enfants. Socrate dit un ami, quelqu'un à qui on veut du bien, quelqu'un avec qui on veut une relation de qualité. Les trois filtres sont la vérité, l'utilité et la bienfaisance. Donc la vérité, c'est-à-dire, parce que la vérité, on pourrait dire la réalité, on pourrait dire oui, mais enfin, quand on filme quelque chose, c'est une réalité. Non, ce n'est pas une réalité, c'est un focus. Donc, ce n'est pas une réalité. Un focus n'est pas une réalité. D'accord ? La réalité, c'est quelque chose
que l'enfant peut observer, qui est réel. Hein. Par exemple, dire à un enfant ce que l'on ressent, ça c'est vrai. Ce que l'on pense et préciser que c'est ce que l'on croit et que ce n'est pas forcément la vérité, ça c'est vrai. Hein. Donc en général, c'est des observations. Donc, ce n'est pas des choses qu'on a entendu dire ou qu'on a vu faire, etc. C'est des choses dont on a une certaine forme de certitude. Le deuxième, c'est l'utilité. Ça signifie qu'il faut que ça soit, que l'enfant puisse en faire quelque chose, en retirer un apprentissage, agir, avoir du pouvoir, comme je disais tout à l'heure, hein, que ce soit utile, qu'il puisse en faire quelque chose. Si ça ne sert à rien, c'est encombrant. C'est inutile et encombrant. Et la bienfaisance, même si l'information, il n'est pas question de toujours donner que des informations très édulcorées, etc., mais même si l'information peut être difficile, il faut qu'au final, on s'assure que la communication soit passée par les 2 premiers filtres. Et le troisième, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'ensemble, pour qu'au final, au terme de l'information qu'il aura reçue, l'enfant se sente bien avec ça, ça lui fasse du bien. Non pas que ça lui fasse du bien d'apprendre que des gens souffrent, etc., mais que ça lui fait du bien d'apprendre qu'il peut avoir du pouvoir, que d'autres personnes sont en train de faire quelque chose, de savoir, par exemple, que ça ne dépend pas de lui, de savoir que ce n'est pas à lui de s'occuper de ça, mais qu'on s'en occupe en disant ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu ne peux pas agir et c'est moi, par exemple, ta sécurité, c'est moi qui m'en charge. Tu ne te charges pas toi-même de ta sécurité, c'est moi qui me charge de ta sécurité, par exemple. Hein, voilà. Ça répond à votre question? Et plus précisément, comment appliquer ces filtres sur mon exemple, sur les images télévisées violentes de la guerre? Alors, je n'ai pas beaucoup d'autres solutions que de couper, que d'éteindre la télévision. Parce que, une fois que les enfants auront vu les images, c'est trop tard, c'est imprimé. Alors après, on peut toujours rattraper, mais ce sur quoi on rattrape, c'est le mental. On ne rattrape pas les images qui ont été induites dans l'inconscient, même si on dit, et c'est pareil, alors je vais juste, que ce soit des images d'information ou des images de fiction, un enfant qui a vu un film qui contenait de la violence va être impacté dans son inconscient et il va falloir du temps pour réparer ça. Et c'est pas juste en disant mais tu sais c'est pas vrai, tu peux avoir confiance, c'est pas vrai, c'est une fiction. Souvent les parents disent ça quand les enfants disent oh, j'ai eu peur. Par exemple un enfant qui dit j'ai peur des monstres ou j'ai peur des voleurs. On va lui dire, les parents vont dire mais non on n'est pas peur, tu sais ça n'existe pas les monstres. La partie à laquelle on s'adresse, c'est ça. Les enfants savent que les monstres n'existent pas parce qu'ils n'en ont jamais vu, etc. Et pourtant, il y a une partie qui, parce qu'on a induit ça dans un livre, dans un film, etc., qui le croit. Oui. Et qui ne le fait pas exprès. Et donc, par exemple, c'est pour vous dire comment on fait pour s'en défaire de ça, eh bien, en expliquant à l'enfant ça, en lui disant, tu sais, il y a une partie de toi. Je sais que tu ne fais pas exprès d'avoir peur. Je sais que quand je te dis les monstres n'existent pas, tu sais que les monstres n'existent pas et pourtant tu as peur. C'est plus fort que toi. Il y a une partie de ton cerveau qui agit comme ça. Et ça va passer et on lui donne par exemple, on lui donne des solutions comme par exemple penser à autre chose, faire d'autres suggestions. Moi, j'ai des livres thérapeutiques pour ça. J'écris des histoires pour guérir les enfants de ça aussi. Mais bon, on peut inventer soi-même des histoires qui permettent de changer des choses qui se produisent dans l'inconscient. Bon, c'est très clair maintenant. Et un dernier malentendu ou un dernier préjugé oui. Parental et qui se passe toujours, même pour moi, mais pour les familles que je connais. Je cite, un enfant doit être motivé. Et c'est pourquoi je le fais attentif quand son ami ou son cousin obtient de meilleures notes à l'école ou montre de bonnes manières à table. Mon enfant, il sait qu'il est le meilleur,
Il sait qu'il est meilleur que les autres enfants et je dois l'encourager de trouver ses dons, ses qualités. Fin de la citation. Ma question serait la suivante. Même si l'on vit dans une société très compétitive, l'école encourage, à l'école, l'on encourage les concours, les compétitions, etc. Vous ne recommandez pas la comparaison comme outil de l'éducation parentale. Quelle serait la source de vos réserves? Alors, c'est la clé numéro 8 qui s'intitule Ni comparaison, ni compétition. L'argumentaire, il est assez simple. Je le dis souvent aux parents, je leur dis, rappelez-vous, quand vous voyez si par exemple vous voyez quelqu'un qui réussit mieux que vous et que quelqu'un vous dit, ah bah lui, tu as vu comme il réussit, tu pourrais vraiment faire, toi vraiment, c'est pas super ce que tu fais, hein, ça pourrait vraiment être mieux. Regardez ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vous motive? Est-ce que ça vous désespère? Est-ce que ça vous rend triste? Est-ce que ça vous... etc. Et vous verrez qu'en réalité, ce que cela produit, l'émotion que cela produit n'est pas productive, n'est pas efficace. En général, cela produit des émotions qui ralentissent. Cela ne donne pas. Cela ne produit par exemple pas... ça produit pas d'énergie. Ça ne donne pas d'énergie, ça va produire de la tristesse. Au mieux, une émotion un peu qui booste un peu, ça va pouvoir produire de la colère, mais elle booste un peu, mais elle pompe tellement d'énergie ce sont des encombrants cognitifs. Donc, tout ce qui va être de la manipulation émotionnelle, et ça, c'est de la manipulation émotionnelle, de challenger son enfant, c'est une manière de le manipuler mentalement et émotionnellement, eh bien, ce sont des encombrants cognitifs. Donc, je ne dis pas que c'est inefficace à 100%, ça peut fonctionner, mais le coût est élevé, le prix est trop cher, ça coûte trop cher. C'est-à-dire que le résultat, c'est que ça va produire beaucoup de dégâts sur l'estime de soi, sur la jalousie. La cohésion de fratrie, c'est vraiment quelque chose de très important dans les familles. À partir du moment où il y a plus qu'un enfant, les frères et sœurs, les parents sont responsables d'organiser la cohésion de fratrie. Quand on compare les enfants, on les met en compétition entre eux, ton frère ceci, etc., on les empêche de se mettre en collaboration, on les empêche de s'aimer, on les empêche et puis on neutralise l'empathie. Donc, moi, je suis plutôt pour une collaboration plutôt qu'une compétition. Et la comparaison, alors, les enfants se comparent eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'être comparés. Se comparer, c'est un mouvement naturel, cérébral, qui permet de se construire une identité, de se construire une personnalité. Donc, quand l'enfant est petit, il se compare. Parce que quand on est tout petit, on ne peut pas répondre à la question « qui suis-je » C'est une question très, très philosophique. Et pour se construire une identité, une personnalité, eh bien, on se compare à des modèles. Donc, des modèles proches, réels, tels que ses parents, mais aussi des modèles plus éloignés, tels que des personnages de fiction, des personnages de dessins animés, etc. Et les enfants se comparent non pas pour se valoriser ou dévaloriser, ne se comparent pas de cette manière-là, mais pour évaluer ce qui leur ressemble. Je suis un petit être humain, et alors après ça peut être je suis un garçon, je suis une fille, cela peut être je suis de telle culture, telle pratique, tel type de comportement, etc. Et donc c'est comme ça qu'on construit, qu'on inscrit, que l'enfant s'inscrit dans son identité. Mais pas en se dévalorisant ou se survalorisant. Ça, c'est du management, c'est le résultat, c'est quelque chose de très moderne, ça n'existe pas dans les cultures dites primitives, ancestrales. C'est très industriel, c'est très capitaliste, c'est vraiment un modèle très, très moderne. Et ça,
j'en profite, pardon, je fais un petit ajout, c'est que l'éducation efficace, ma méthode, elle a une particularité, c'est qu'elle s'appuie pas seulement sur la psychologie et la pédagogie et les neurosciences, etc. Elle s'appuie aussi, et c'est une particularité qu'on ne retrouve que rarement dans d'autres fonctionnements psychopédagogiques, sur l'étude éthologique et en particulier le comportement des primates, des grands singes, des mammifères en général, mais surtout des primates, les comportements qu'on va retrouver de manière naturelle, des comportements réflexes, des programmations cérébrales qui vont expliquer les comportements des enfants et qui vont expliquer comment on passe d'un état d'enfant, de petits primates, à un état d'enfant civilisé, sociabilisé par l'apprentissage. Et qu'on ne doit pas attendre des enfants que cela soit inné de savoir ça, tout ce qui est moral, etc., doit s'apprendre parce que c'est pas naturel chez nous. D'accord. Pour finir, il y a notre question, le sous-titre de votre livre, Parents bienveillants, enfants éveillés, et les 10 clés de l'éducation efficace. Oui. Comment pouvons-nous, les parents, mesurer l'efficacité de nos efforts éducatifs? Alors, il y a l'efficacité, c'est assez simple, hein. Il y a des indicateurs assez fiables, hein. Le premier indicateur, qui n'est pas un objectif, mais qui est un moyen, c'est la bienveillance, c'est donc le bien-être de l'enfant. On le mesure dans la qualité de la relation. On a des enfants qui sont dans une relation apaisée, hein, qui écoutent, non pas qui obéissent, hein, parce que quand on punit les enfants, on les violente, ils obéissent, hein, mais qui écoutent, qui interagissent, qui ont confiance dans le parent, qui vont, par exemple, aller lui confier des choses sans mentir, hein. Par exemple, le mensonge, on sait que le mensonge, les enfants qui mentent, pas les enfants qui fabulent, hein, pas ceux qui racontent des histoires, ça c'est autre chose, mais les enfants qui mentent parce qu'ils ont peur d'être punis ou d'être jugés, eh bien, c'est un indicateur fiable d'une éducation inefficace. Ça, c'est inefficace. Ça veut dire que la confiance n'est pas instaurée. Donc ça, par exemple, c'est un indicateur, le bien-être de l'enfant. Puis après, il y a aussi évidemment tous les fonctionnements, c'est-à-dire les apprentissages qui fonctionnent bien, un sommeil qui va bien, il y a des enfants qui mangent correctement, qui jouent, qui sont joyeux, qui ont des émotions, voilà, et qui ont un relationnel. Voilà. C'est-à-dire, moi, je ne fais pas du tout partie de cette vague de la psychologie très psychanalytique qui a longtemps fait croire que même quand on va bien en apparence, il y a peut-être un problème caché, mais on ne le sait pas. Les enfants, quand ils vont pas bien, ça se voit. Et quand ils vont bien, ça se voit aussi. Donc, il ne faut pas, je veux pas non plus que les parents se disent, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai mal fait, etc. Quand les enfants fonctionnent, alors cela ne veut pas dire obéir, je répète, hein, un enfant dont on dit il est sage, ce n'est pas forcément qu'il va bien. D'accord? Mais les enfants vivants, joyeux, qui naturellement prennent modèle sur des parents qui vont bien, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on mesure l'efficacité. Et puis, il y a un dernier point qui est vraiment important et c'est la clé numéro 10. Donc, il y a 10 clés. Et voilà, la clé numéro 10 permet un peu de faire le bilan et d'évaluer. C'est ce que ça donne quand ils sont grands, ce que ça donne quand ils sont adultes et comment est-ce qu'on peut soi-même en tant qu'adulte se rendre compte des limites de l'éducation qu'on a soi-même reçue et l'améliorer parce que nous sommes le résultat. Et moi, je suis psychothérapeute, hein, donc je suis psychopédagogue et psychothérapeute. Ma méthode de psychopédagogie, elle est née d'abord du constat, il y a déjà 25 ans que je pratique, hein, du constat que je soigne quotidiennement des adultes
dont la souffrance et les dysfonctionnements comportementaux, etc., sont purement le résultat des conditionnements qui ont été les leurs pendant leur enfance et par leur éducation. Pas seulement l'éducation parentale, l'éducation scolaire aussi, hein, qui est très importante. C'est essentiellement ces deux parties-là. Et sans parler de traumatisme, hein, il y a des gens qui ont des traumatismes, c'est autre chose, mais juste simplement de conditionnement. Et ça, c'est vraiment important, vraiment très important. C'est ça, la vocation de l'éducation efficace. Alors, je dis souvent, c'est peut-être un peu prétentieux, mais l'idéal de l'éducation efficace, c'est changer le monde. C'est réorganiser un monde où la non-violence préside aux échanges et aux négociations et aux rapports entre les gens. Et ça se fait avec l'enfant, ça se fait par les enfants. Le monde qu'on a aujourd'hui, il est le résultat d'une éducation coercitive, patriarcale, où le profit, la gagne et la compétition sont mises en avant, etc. Il faut changer ça. Ça fait partie de nos grands défis historiques, hein, je crois. D'accord. Laurence Dudek, je vous remercie pour ce dialogue, Merci, pour vos merci explications. Vraiment, c'est très agréable pour moi. Merci beaucoup. Pour tout ce que vous avez dit, qui, je pense que sera très utile pour les parents. Et bien sûr, je vous remercie pour votre livre Parents bienveillants, enfants éveillés, les 10 clés de l'éducation efficace. Merci.